Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 221e briefing, donc ce traditionnel éclairage sur l'actualité en Russie. Et nous sommes aujourd'hui au grand complet puisque nous avons la présence quasi inespérée du directeur Chinsky, qui a Général. pu se libérer de ses lourdes obligations pour venir compléter la bonne parole de nos experts habituels. Alors aujourd'hui, ça devient presque l'habitude, mais c'est Igor qui va commencer, avec donc une actualité probablement assez riche et lourde sur l'international et la diplomatie. Nous t'écoutons. Ces poutres apparentes, cher Igor, apportent du poids à ta parole. N'est-ce pas? Bonjour, merci Président. Bonjour Directeur Chinsky. J'ai une actualité N'oubliez pas le plaisante. directeur du bien, Igor, c'est important. Non, évidemment, évidemment. Une actualité, oui, fournie, mais heureusement peut-être un petit peu moins lourde malgré les poutres apparentes que les 15 derniers jours. Alors, je vais commencer par l'aide à l'Ukraine avec une information qui vient des États-Unis, puisque d'après Politico, Joe Biden aurait essayé discrètement de faire passer, adopter par le Congrès, une nouvelle enveloppe d'aide pour les Ukrainiens d'un montant de 24 milliards de dollars qu'il souhaiterait voir adopté avant le passage de témoin à l'administration Trump le 20 janvier. Alors, ces 24 milliards se décomposeraient en 16 milliards qui seraient en fait une enveloppe pour le complexe militaro-industriel américain qui permettrait de regarnir les stocks donc de l'armée américaine d'une part, et d'autre part 8 milliards qui seraient engagés sur l'initiative pour l'aide, l'assistance de sécurité à l'Ukraine, et qui serait en fait une ligne de crédit pour commander du matériel dans les mois qui viennent. Alors, c'est évidemment quelque chose qui pour l'instant n'a pas été, comment dirais-je, validé, adopté. D'après le Washington Post, qui s'est lancé dans des calculs assez rapides, si jamais l'administration Biden souhaitait déjà consommer le crédit, les budgets qu'il reste sur la ligne actuelle, hein, qui date pour l'année fiscale en cours, il faudrait qu'elle consomme chaque jour 110 millions de dollars jusqu'au 20 janvier de commandes ou d'aide à l'Ukraine pour espérer donc consommer ce budget qui reste, qui paraît en réalité déjà assez peu réaliste, puisque les stocks de l'armée américaine ont été quand même très largement sollicités depuis 24 mois et doivent être regarnis, comme je l'ai dit. Et d'autre part, les lignes de production américaines ne seraient pas nécessairement en mesure de répondre à cette cadence, là aussi en fonction du matériel que l'on prend en ligne de compte, hein. Mais il y aurait un dégoulé d'étranglement sur certains types de matériel. Alors, l'information, c'est celle, toujours aux États-Unis, celle de la nomination d'un envoyé spécial pour le règlement du conflit en Ukraine. On en avait parlé au cours des deux précédents briefings, puis il y avait des noms qui circulaient. On connaissait la volonté de Donald Trump j'allais dire, de créer cette fonction, de recréer cette fonction. Eh bien, c'est Kate Kellogg qui a été nommée à ce poste. Alors, Kate Kellogg, c'est un militaire de carrière, c'est quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui, qui a déjà servi dans l'administration Trump, la première administration de Trump, puisqu'il a été conseiller à la sécurité nationale, ça n'a duré qu'une semaine, mais néanmoins de Donald Trump en 2017. Il a été aussi conseiller à la sécurité nationale pour le vice-président Pence, hein, donc l'ancien vice-président lors de la première administration Trump. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est exprimé donc, sur le sujet du conflit en Ukraine pendant la campagne présidentielle américaine. C'est lui qui a proposé à Donald Trump un plan, entre guillemets, pour tenter de sortir de ce conflit. Plan qu'on avait évoqué lors de nos séances cet été, alors ça remonte, hein, mais en vertu duquel, en gros, l'idée était de mettre dans la balance le soutien militaire américain à l'Ukraine pour contraindre les Russes et les Ukrainiens à discuter. Pour les Ukrainiens, l'idée étant de dire, si vous continuez de refuser de discuter avec les Russes, on coupe les vivres, on ferme le robinet, vous ne recevez plus de munitions. En revanche, si vous discutez avec les Russes, on continuera à vous livrer des choses. Et pour les Russes, l'idée, c'est de dire, si vous refusez de discuter avec les Ukrainiens, ben là, au contraire, on va ouvrir les vannes et on va livrer plein de matériel à l'Ukraine. Bon. Donc lui, c'est un petit peu lui, visiblement, qui est à l'origine de cette idée-là. Il a également communiqué sur le fait que ces discussions devraient s'engager, les négociations devraient s'engager
Et la situation sur le champ de bataille tiendra compte, évidemment, sera prise en compte dans le cadre de ces négociations-là. Il n'est pas foncièrement opposé à la levée ou au réaménagement de sanctions. Hein, c'est quelque chose sur lequel il s'est exprimé, qui est assez nouveau. En tout cas, on a pu l'entendre parfois ça et là au cours des 24 derniers mois, mais c'était très, très marginal. Bon, lui, il a clairement dit, les sanctions peuvent faire partie des outils utilisés par les États-Unis pour arriver à une cessation des hostilités. Et il est également en faveur de retarder l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, euh, là aussi dans l'idée de favoriser ces négociations et qu'elles débouchent sur un résultat, en contrepartie de garanties de sécurité. Cela dit, quand on regarde les interviews qu'il a pu accorder à des médias américains, c'est quelqu'un quand même qui est extrêmement critique à l'égard évidemment de la politique de Joe Biden en Ukraine, hein, qu'il considère comme un échec. C'est quelqu'un qui regrette que les Ukrainiens n'aient pas reçu assez d'armement, en tout cas qu'ils aient eu trop peu, trop lentement, mais qui, fort de ces constatations-là, désormais, estime qu'il faut reparler avec le président russe. D'ailleurs, il critique Joe Biden pour ne pas avoir pris son téléphone pour appeler Vladimir Poutine, et lui est en faveur d'ouvrir un canal direct avec les Russes et de discuter avec eux. Donc, du changement, on va dire, évidemment, sur la forme, aussi sur le fond. Ça dit sur le fond, pour ce que l'on sait pour l'instant de ce plan qui aurait été soumis donc à Donald Trump et dont Kate Kellogg serait l'artisan. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne conviennent pas, évidemment, aux Russes, notamment le fait de retarder l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pour les Russes, c'est pas retarder l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est annuler, c'est, comment dirais-je, oublier l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui est vraiment le sujet, puisque je rappelle que un des premiers critères pour les Russes pour mettre fin au conflit, c'est le statut de neutralité de l'Ukraine, le statut hors bloc de l'Ukraine. Ça a été redit par Vladimir Poutine très clairement lors de la session plénière du club de Valdaï il y a quelques semaines, dans des questions qui lui étaient posées par les experts. Pour lui, c'est une question qui est même plus pressante que celle des frontières. C'est-à-dire, c'est d'abord la neutralité de l'Ukraine, ensuite on discutera des frontières. Or là, évidemment, décaler de 10 ans, 20 ans ou 15 ans la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, finalement, c'est pas, du point de vue de Moscou en tout cas, fermer le sujet. Pour les Américains, donc voilà, à suivre, voir dans quelle mesure, de toute façon, jusqu'au 20 janvier, pour l'instant, on va avoir des informations qui vont arriver comme ça, donc on suivra et qu'on analysera et qu'on vous restituera, mais à voir si jamais on aura des précisions ensuite sur ce plan, parce que je rappelle quand même que Donald Trump avait un peu fanfaronné en disant qu'il réglerait le conflit en 24 heures, même avant son entrée en fonction. Donc, est-ce que ça veut dire que Kate Kellogg aura vocation déjà, comment dirais-je, à ouvrir des canaux avant le 20 janvier avec les Russes? Bon, on verra. En tout cas, sur le champ de bataille, évidemment, les choses ne s'arrêtent pas. Les États-Unis, d'ailleurs, ont demandé à Kiev, avec Berlin, ont demandé avec les Allemands à Kiev de rabaisser l'âge de la mobilisation à 18 ans. Vous savez qu'il y a une loi en Ukraine en vertu de laquelle l'âge de la mobilisation est à 25 ans, que M. Zelensky voulait encore rabaisser cet âge, je crois, à 20 ans au printemps, mais il n'a pas comment dirais-je, n'a pas pu la soumettre à la Rada parce qu'il avait peur de susciter une levée de bouclier contre cette loi. Donc, pour l'instant, on en est toujours à 25 ans, mais en fait, il y a un problème d'effectifs, il y a un problème de rotation des effectifs et de reconstitution des unités ukrainiennes qui devient de plus en plus problématique chaque jour. Donc, ils reçoivent du matériel, toujours trop peu d'après eux, mais néanmoins, ils reçoivent du matériel. En revanche, il y a de moins en moins de soldats, tout simplement, pour aller se battre. Et donc, les Américains et les Allemands, d'après Reuters et AP News, donc, ont demandé à Kiev de rabaisser l'âge de la mobilisation. Et toujours sur la question du règlement du conflit, M. Yermak, chef de l'administration présidentielle ukrainienne, a déclaré hier que l'Ukraine serait prête à des pourparlers dès lors que la situation aurait été ramenée à ce qu'elle était au moins au 23 février 2022. Alors, ce qui est, bon, au-delà de la phrase, ce qui est intéressant à relever, c'est que cette déclaration fait écho à celle de Zelensky la semaine dernière, qui expliquait à Fox News qu'il n'allait pas sacrifier la vie de dizaines de milliers de ses concitoyens pour reprendre la Crimée. Une phrase donc quand même que j'avais relevée et que je vous avais exposée lors de la semaine dernière. Et donc là, finalement, on a la même idée en creux dans la phrase de Yermak, c'est-à-dire on met la Crimée de côté pour se concentrer sur le reste. Bon, évidemment, là aussi, par rapport aux exigences formulées par les Russes, on est très loin du compte, hein, mais on voit déjà que sur le sujet de la Crimée, il y a quand même des choses qui semblent
un petit peu se clarifier très relativement. Le chancelier autrichien, M. Nehammer, a pris contact avec Donald Trump et lui a exprimé le fait que son pays était prêt à accueillir des pourparlers au sujet de l'Ukraine. Alors, pourquoi l'Autriche? Je rappelle que M. Nehammer est un des rares dirigeants européens à s'être rendu à Moscou après l'éclatement du conflit, puisqu'il avait été à Moscou voir Vladimir Poutine en avril 2022. M. Scholz, chancelier allemand, l'avait eu au téléphone en décembre 2022, mais il ne s'était pas rendu à Moscou. Bon, le chancelier autrichien s'y était rendu. L'Autriche n'est pas dans l'OTAN. Elle a continué à recevoir jusqu'à récemment du gaz de Russie. Bon, elle a évidemment un positionnement qui est légèrement, comment dirais-je, distinct, enfin, qui singularise un peu dans ce que les Russes appellent l'Occident collectif. Mais en tout cas, il a fait part de sa volonté, et en tout cas proposé ses bons offices, à sa disponibilité pour accueillir, le cas échéant, des pourparlers de paix. Il y a un autre pays qui se distingue, alors lui, sur un autre portage, évidemment, c'est la Slovaquie de M. Robert Fico, le Premier ministre slovaque, qui a donc confirmé qu'il entendait se rendre à Moscou pour les célébrations du 80e anniversaire de la victoire de l'URSS dans la deuxième grande guerre patriotique, deuxième guerre mondiale. C'est quelque chose qu'il avait déjà annoncé il y a quelques mois. Monsieur Fico, qui je rappelle a été victime d'une tentative d'assassinat et puis qui était convalescent pendant plusieurs mois et qui maintenant donc annonce qu'il se rendra à Moscou au mois de mai. Voilà, je m'arrête là pour les nouvelles de cette semaine. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Arnaud, pour revenir sur ton premier point, on a une question donc qui nous vient par la hotline, qui nous dit ceci. On parle régulièrement d'aide, entre guillemets, et d'assistance, entre guillemets, militaire et financière à l'Ukraine, mais quelles sont réellement les formes juridiques de ces initiatives? S'agit-il de dons, de prêts, d'échanges d'actifs? Merci de bien vouloir nous éclairer sur ce point. Oui, c'est vrai que c'est bien de le rappeler occasionnellement parce qu'on l'a fait lors de séances précédentes, de rappeler les différents cadres juridiques qui encadrent, qui entourent cette assistance. Alors pour les États-Unis, il y a deux grands schémas enfin trois, qui sont en vigueur. Il y a, dans le cadre des lois budgétaires qui sont votées par le Congrès, une ligne qui s'appelle le PDA, President Drawdown Authority, donc qui, en vertu de laquelle le président des États-Unis a le droit d'aller puiser dans les stocks de l'armée américaine pour transférer du matériel, alors du matériel qui peut être ce qu'on appelle des consommables, donc des munitions, des missiles, donc c'est des choses qui ne reverront pas, qui partent sur le champ de bataille, mais qui seront consommées sur le champ de bataille. Il y a des choses qui partent, qui auraient pu revenir, mais qui seront consommées aussi, comme les tanks, les blindés et autre chose dans le cadre d'un plus général, ce qu'on appelle d'un Lend-Lease Agreement, un accord de pré-bail en quelque sorte, donc avec des crédits qui peuvent courir sur 40 ou 50 ans. Je crois que j'avais donné le chiffre, la période de 50 ans, il y a quelques briefings de cela. Le deuxième mécanisme, c'est le USAI, c'est donc l'initiative d'assistance de sécurité à l'Ukraine, qui ça est une ligne budgétaire qui permet de commander du matériel auprès du complexe militaro-industriel américain pour l'Ukraine ou d'ailleurs pour l'armée américaine elle-même, qui a besoin donc de recomposer ses stocks. Et puis, à côté de ça, il y a tout un dispositif de crédits, de prêts qui sont octroyés. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière, dans le cadre de la loi budgétaire actuelle, de l'année fiscale 2024, il y avait une ligne de crédit de 9 milliards de dollars qui était octroyée pour des prêts à l'Ukraine, donc, Joe Biden a demandé au Congrès d'effacer 4 milliards et demi des 9 milliards, en fait, de faire cadeau de 4 milliards et demi de dollars à l'Ukraine en effaçant l'ardoise. Donc ça, c'est pour les États-Unis et pour l'Union européenne. Il y a ce qu'on appelle la facilité pour la paix, qui avait été créée à l'origine pas pour l'Ukraine, mais pour d'autres opérations menées par l'Union européenne pour soutenir l'effort de paix à travers le monde, soit en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs, et qui a été entièrement mobilisée depuis le 24 février pour donc servir, pour aider les Ukrainiens. Et donc tous les crédits qui sont sur cette facilité pour la paix vont à l'Ukraine, donc c'est des crédits européens. Il y a aussi des systèmes de prêts, bon, mais c'est des prêts sur plusieurs décennies. Donc évidemment que c'est des choses qui, comment dirais-je, arriveront à maturité, enfin, ou seront remboursées, si tant est qu'ils soient remboursés un jour, d'ici plusieurs décennies, mais on ne peut pas exclure que ces remboursements, en réalité, soit n'aient jamais lieu, ou en réalité soient encore échelonnés ou rééchelonnés, ou des dettes soient restructurées sur,
bien au-delà des 40 ou 50 ans qui sont envisagés à l'origine. Merci beaucoup de ces précisions. Donc, on va pouvoir passer maintenant la parole à Arnaud, à moins qu'il y ait des commentaires. Non, c'est bon. Nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Quelques brèves d'économie pour commencer avant d'en arriver au sujet de la semaine, le rouble. Euh, le quotidien Commerçante qui nous apprend dans son édition d'avant-hier que la Compagnie nationale de chemin de fer, RZD, va devoir réduire, ou pourrait en tout cas, c'est pas encore entériné, mais pourrait réduire, envisage de réduire de 36% son programme d'investissement en 2025. Serait concerné par ces coupes budgétaires le financement des accès au port de la partie européenne de la Russie, ce qui est plutôt logique vu la redistribution des circuits logistiques, mais aussi le transsibérien et le BAM, qui verraient leurs subventions reculer de 80%. En cause, la hausse des taux, qu'on a régulièrement évoquée ici, qui pèse sur le service de la dette du groupe. Un autre grand groupe public, Transneft, qui, vous le savez, est l'opérateur des éléoducs en Russie, qui a annoncé de son côté qu'il serait déficitaire en 2026, ce qui est assez inédit, à la suite de la décision de la Douma d'État de porter l'impôt sur les bénéfices spécifiquement pour Transneft à 40%. Alors, cette hausse de l'impôt sur les bénéfices, ajoutée au fait que Transneft doit reverser à l'État, qui est actionnaire à 100%, la moitié de ses dividendes, eh bien tout ça devrait aboutir l'année prochaine à un exercice déficitaire. Quelques mots sur le commerce extérieur de la Russie. On a appris que l'Italie avait supplanté l'Allemagne comme principal partenaire commercial de la Russie au sein de l'Union européenne au mois de septembre. Toujours au mois de septembre, la France occupait la troisième place avec des échanges estimés à 470 millions d'euros. Une statistique qui nous vient d'Eurostat. La Russie représentait, toujours au mois de septembre, 32% des importations d'engrais de l'Union européenne, un niveau record depuis mars 2022. Toujours dans le registre du commerce extérieur, quelques mots du Caucase du Sud, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, pays dont on parle beaucoup en ce moment, en France, en Russie. Un chiffre un petit peu contre-intuitif, hein. On a parlé, et Igor l'a fait ces derniers mois, de la dégradation des relations entre Moscou et Erevan. Et à contrario, un partenariat de plus en plus ouvert et de plus en plus ambitieux entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Les chiffres du commerce extérieur nous disent un peu autre chose. On voit en effet que en 2024, les échanges russo-arméniens devraient se situer autour de 15 milliards de dollars, alors que sur les 9 premiers mois de l'année, ceux entre la Russie et l'Azerbaïdjan atteignaient à peine 3,5 milliards de dollars. Donc un processus un peu paradoxal, une montée en puissance de la relation commerciale russo-arménienne, et on comprend pourquoi, hein. L'Arménie est une de ces portes d'entrée du commerce extérieur russe, au même titre que la Turquie, que le Kazakhstan, que Hong Kong et d'autres, dans des stratégies de contournement, et pas seulement, simplement dans de nouveaux circuits logistiques pour des produits parfaitement légaux. L'Azerbaïdjan, c'est un peu surprenant, d'autant qu'on sait qu'une partie voilà, du gaz azéri est en réalité du gaz russe. Donc, une relation entre Moscou et Bakou qui se renforce politiquement, mais qui reste très en deçà des échanges entre la Russie et l'Arménie. Deux nouvelles du secteur aéronautique, dont j'ai parlé la semaine dernière à propos des Airbus Neo immobilisés. Aujourd'hui, on apprend que deux directeurs, plutôt les directeurs de deux entités d'OAKA, qui est la grande holding des avionneurs en Russie, messieurs Boginski et Timofeyev, qui dirigeaient respectivement Yakovlev et Tupolev, ont été démis de leurs fonctions en raison, dit-on, du non-respect des délais de mise en œuvre des principaux programmes de construction d'aéronefs civiles, en particulier le MS-21. Alors j'en viens maintenant au sujet de la semaine. L'accélération de l'érosion du rouble. Quelques chiffres pour savoir d'où on vient et où on se situe aujourd'hui, parce que ça évolue encore. Euh, alors, hier, il y a eu un accès de fièvre avec un euro qui a franchi la barre des 120 roubles, un dollar qui était à 115. Je rappelle qu'au
qu'au 1er septembre, ou plutôt au 31 août, le dollar était à 91 et l'euro à 100 pile. Donc vous voyez, 91, 115, 100, 120. Alors aujourd'hui, euh, nouvelle emballée, mais dans l'autre sens, puisque le rouble s'est raffermi, 106 contre un dollar et 112 pour un euro. Donc instabilité. Comment ça s'explique et qu'est-ce que ça peut annoncer? Euh, à l'évidence, ça ne s'explique pas par des raisons structurelles de déficit de la balance commerciale. Je l'avais dit lors de précédentes séances, les chiffres sont plutôt bons et la tendance est plutôt à l'accroissement de l'excédent commercial. En revanche, il y a eu un autre événement majeur qu'on n'a pas évoqué puisqu'il est survenu jeudi soir ou vendredi matin, donc je ne crois pas qu'on en ait parlé la dernière fois, sauf erreur de ma part, c'est les sanctions contre Gazprom Bank. Gazprom Bank, qui est l'un des grands établissements bancaires de Russie, qui semblait sanctuarisé par son statut d'opérateur pour les paiements des livraisons de gaz russe en Europe, sauf que la semaine dernière, le Trésor américain l'a placé sur liste SDN. Il avait déjà placé les dirigeants de Gazprom Bank sur liste, mais là, c'est la banque elle-même qui est sanctionnée. Et ça a un effet immédiat sur les paiements et donc sur les rentrées de devises en Russie. C'est-à-dire que les Turcs, chers au cœur d'Igor, par exemple, se sont plaints de ne pouvoir payer leur livraison de gaz. Ils ont d'ailleurs demandé une exemption au Trésor américain. On verra si elle est accordée ou pas. Mais ce sont probablement plusieurs centaines de millions de dollars tous les jours qui ne rentrent pas provisoirement en Russie, puisque évidemment d'autres circuits bancaires seront mis en place, mais très concrètement ces jours-ci, il y a un déficit de devises sur un marché qui est par ailleurs assez étroit. Donc les montagnes russes, si j'ose dire. Donc on verra comment ça évolue dans les jours et les semaines qui viennent. Je pense que c'est assez conjoncturel et artificiel, même si la tendance de fond est plutôt à l'affaiblissement du rouble, d'autant que les autorités le voient plutôt d'un bon œil. Alors elles ne voient pas d'un bon œil les embarder comme hier, mais un rouble faible, je le rappelle, avec un baril de Brent autour de 70, ça remplit les caisses de l'État. Ceci dit, ce n'est pas du meilleur effet, parce que la population, bien que un peu moins dollarisée, continue à regarder, en tout cas dans les grandes villes, le taux de change. Et ça rappelle des souvenirs, et pas que des bons. Et sur le plan politique, ce n'est pas du meilleur effet, puisque ça alimente un narratif qu'on entend d'ailleurs ces dernières heures sur les chaînes de télévision françaises et autres, sur le thème, on vous l'avait bien dit, regardez, l'économie russe est en train de s'effondrer. Alors, ça porte d'autant plus que ça tombe sur un terreau voilà, qui est caractérisé par une inflation élevée, par de vives polémiques. On en a parlé sur la politique monétaire de la Banque de Russie. Et donc, au fond, la petite musique qu'on entend, en Occident en tout cas, c'est que 1000 jours après le déclenchement de la guerre d'Ukraine, eh bien, le pouvoir russe commence enfin à être en difficulté et que voilà, c'est certainement pas le moment de lâcher, etc., etc. Alors, je crois qu'il faut raison garder. Ce sont des signaux évidemment importants. Le taux du rouble, le taux de change, c'est quelque chose qui est scruté de près. Les taux d'intérêt, on l'a vu dans le cas de RZD, mais c'est vrai pour plein de PME russes, pour des ménages russes, ça a un effet très lourd sur les finances, hein, tout simplement parce qu'en réalité, même quand vous contractez un prêt à taux fixe, dans les faits, c'est du flottant. Au-delà d'une certaine augmentation, les banques ajustent immédiatement. Euh, pour autant, je le disais, il faut raison garder. Pourquoi? Parce que en déduire, de mon point de vue en tout cas, que on est à la veille d'un accident macroéconomique serait très imprudent et à mon avis faux. Euh, euh, Vu du Kremlin, vu du ministère des Finances, mais surtout vu du Kremlin, le critère le plus important, c'est quoi? C'est le budget, c'est l'exécution du budget. Pourquoi? Parce que ça conditionne la capacité du pays à poursuivre son effort de guerre et surtout, ou également, à assurer ses obligations sociales envers la population. Or,
Le budget fédéral, je l'ai dit et je le répète, se porte très bien, puisque sur les 10 premiers mois de l'année, il laisse apparaître un excédent symbolique, un peu plus d'1 milliard d'euros, mais un excédent. Je souligne encore, l'affaiblissement du rouble a plutôt tendance à gonfler le flux de rentrée monétaire. Donc, pour résumer, je dirais qu'il y a évidemment dans le paysage macroéconomique des signaux qui sont un peu plus fréquents et un peu plus importants qu'au premier semestre. Taux de change, taux d'intérêt, manque de pénurie de main-d'œuvre qui tire vers le haut les salaires qui eux-mêmes nourrissent l'inflation. Donc on voit que c'est un petit peu un cercle vicieux. Un chiffre que j'ai trouvé aujourd'hui et qui m'a vraiment frappé, on a appris que les soudeurs dans le secteur du BTP se voyaient proposer maintenant des salaires de 200 000 roubles. 200 000 roubles, c'est un peu moins de 2 000 euros. C'est 2 fois et demi le salaire moyen en Russie, qui a atteint un niveau record, 83 000 roubles selon les données les plus récentes. Alors, c'est pas tout à fait le niveau des contractuels du ministère de la Défense, qui gagnent 260 000 roubles par mois hors prime. Mais enfin, on voit quand même des phénomènes étonnants, et tout ça, encore une fois, alimente l'inflation, donc la hausse des taux, etc., etc. Donc, il faut s'attendre à ce que ces turbulences, pour résumer, persistent, parce qu'on vit une situation qui est anormale à tout point de vue. Pour autant, je mettrai en garde ceux qui se réjouissent un peu trop tôt ou qui annoncent un effondrement de l'économie russe. Ils risquent d'être confrontés, et même déconvenus, que certains ministres que nous aurons la charité de ne pas citer dans cet auditoire. Mais je vois que le directeur général Chinsky veut intervenir. Rassurer nos auditeurs, il y a toujours des œufs, de la crème fraîche, euh, de la moutarde, même Mais si Maille désormais est un actif chinois, comme je m'en désole chaque jour. Voilà. Pas d'ours dans la rue. Et pas encore d'ours dans la rue. Voilà, c'est neigeux, mais pas dans la durée. alors, ça fait beaucoup réagir nos auditeurs. Alors, on a les gens qui nous demandent combien les Russes détiennent de dollars. Je ne sais pas si on a une idée de ça. Ah, je Je pense que pense la que Banque centrale le c'est sait. une Moi, je ne sais recherche pas. pour la semaine prochaine. Ouais. Alors, il y en a un peu plus facétieux et qui doivent être là depuis plus longtemps, qui nous demandent si, devant l'inflation alimentaire notamment et cette instabilité du rouble, on va revoir dans les magasins les prix non plus en rouble mais en houillé. Alors, pour ceux qui ont vécu les années 90-2000, il faut savoir que devant l'instabilité du rouble, justement, et pour éviter de refaire les étiquettes tous les 2 jours, on avait instauré un système, c'est en fait un panier à la fois de roubles et de dollars et d'euros, et donc les prix étaient affichés non pas en roubles, monnaie nationale, mais en unité conventionnelle ouillée. Est-ce que vous pensez que ça risque de revenir? Ni Houillet, ni Houillonne, Est-ce comme que ils Gérard disent. Rouillet est encore parmi nous? Non, c'est une question facétieuse, donc il n'y a pas une réponse facétieuse ou un sourire. Non, bien sûr que non. Ceci dit, encore une fois, on l'avait dit ici, mais il faut le répéter, derrière les statistiques moyennes d'inflation, aujourd'hui c'est 8,6 en rythme annuel, il y a des réalités plus spécifiques, l'alimentaire. Et dans l'alimentaire, vous avez par exemple les pommes de terre, plus 45%. C'est un vrai sujet sur lequel on en discutait avec un éminent économiste russe, M. Gavrilenkov, qui a fait l'honneur à l'observatoire, l'honneur de sa présence à l'observatoire lundi. Il y a peu en réalité de leviers. Encore une fois, tant que l'impulsion budgétaire reste à ce niveau-là, et elle va rester à ce niveau-là dans les mois qui viennent, eh bien, l'inflation va rester élevée. La question maintenant, c'est que faire des taux d'intérêt, puisque ce levier fonctionne peu et a beaucoup d'effets secondaires négatifs. Et là, on voit j'allais dire, une passe d'armes préventive avant la session du prochain Conseil des directeurs de la Banque de Russie, qui est prévue pour le 20 ou le 21, le 20 Le décembre. 20 décembre, il y a une Voilà. question d'ailleurs. Euh, est-ce que, euh, est-ce que le taux directeur passe de 21 points à 23? La Banque de Russie ne l'exclut pas. On voit un tir de barrage désormais massif, hein. Ce n'est plus seulement M. Deripaska qui est un adversaire traditionnel de Mme Nibiulina. On voit que des poids lourds de l'économie russe, M. Tchemezov de Rostec, M. Rousnoulin, vice-président en charge de la construction, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur le sujet.
et qui mettent la pression sur la Banque centrale, qui est censée être indépendante. Donc, à suivre. Mais là, on voit que le sujet cesse d'être un sujet technique et purement monétaire. Là, ça devient franchement politique. Bien, Alors, oui, donc j'ai des c'est. nouvelles politiques, d'ailleurs. Pardon. J'ai des nouvelles politiques. Ah, pardon. Deuxième partie de mon propos. Quelques nouvelles politiques intérieures ou des nouvelles judiciaires, puisque c'est souvent maintenant synonyme. Monsieur Schlossberg, numéro 2 de Yabloko, qui a été brièvement interpellé le 23 novembre à l'aéroport de Pskov, d'où il est originaire. Alors, il a été relâché après que la police a confisqué son téléphone et son ordinateur portable. Je rappelle que M. Schlossberg donc, avait été déclaré agent étranger en juillet 2023. Dans le même registre de ces hommes politiques de province en Russie qui ont été députés à la Douma, qui ont été élus régionaux et qui représentent quelque chose localement. Ce sont des gens qui ont une assise électorale, ce qui est de plus en plus rare à vrai dire. On pourrait parler également de M. Shein, Oleg, qui lui a siégé à la Douma de 99 à 2011, qui est élu à l'Assemblée régionale d'Astrakhan, qui a été l'une des figures de la gauche et de la gauche syndicale, la vraie gauche syndicale, ce qui est très rare en Russie, et qui lui aussi a été placé sur la liste des agents étrangers la semaine dernière. Parmi les signaux à relever, l'annulation d'une conférence prévue au centre Yeltsin d'Ekaterinbourg autour de Madame Khrouchtchova, qui est la petite fille de l'ancien leader soviétique. Les observateurs locaux, à tort ou à raison, attribuent cette décision à des pressions qui auraient pu être exercées par M. Joga, dont on a parlé ici, le nouveau représentant plénipotentiaire du président dans le district fédéral de l'Oural, qui est un ancien combattant de la guerre d'Ukraine et fait partie de cette nouvelle élite qui est en train de monter ces derniers mois. Monsieur Jouravel, Nikita, dont on a parlé aussi il y a quelques mois, vous vous souvenez, il avait été condamné à 3 ans de prison pour avoir brûlé un exemplaire du Coran à Volgograd. Il avait également, on s'en souvient, été transféré vers la Tchétchénie, battu par un fils de Kadyrov. Ça avait d'ailleurs été filmé, ça avait valu au fils de Kadyrov les félicitations de son père. On a appris que la semaine dernière, M. Joravel avait été écopé d'une nouvelle peine beaucoup plus lourde de 13 ans et demi de prison pour haute trahison au profit de l'Ukraine. Une dernière nouvelle dans un autre registre, un peu plus léger, quoique, le nouveau gouverneur de Samara, M. Fedorychev, qui a déclaré le 26 novembre avoir eu la surprise de découvrir dans le budget du club de foot local, qui s'appelle très joliment les ailes des soviets, une dette de 36 millions de roubles, ce qui n'est pas rien. Ça fait quoi? Ça fait 300 000 euros à peu près. Au titre de, voilà, c'est vraiment prévu, je cite, au profit de criminels qui pratiquent la corruption au sein du corps arbitral. Donc il y avait une ligne budgétaire pour corrompre les arbitres. Et donc ce qui est intéressant, c'est quoi? D'abord, c'est que le gouverneur en parle publiquement et il le fait devant 2 personnes importantes dans le système politique russe, le Premier ministre, c'est quand même pas rien, et l'ancien supérieur de Fedorychev, M. Dioumine. Les deux travaillaient à Toula. Dioumine était le gouverneur, Fedorychev était gouverneur adjoint jusqu'à une date récente. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, M. Dioumine, est l'un des assistants du président, qui a autorité sur beaucoup de dossiers. Et donc, la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, c'est est-ce que ce ne sera pas le début d'une opération main propre dans le sport russe et plus spécifiquement dans le football russe. Il est vrai que les supporters, les vrais, se lamentent souvent de décisions arbitrales exotiques. Peut-être que les autorités ont décidé de se saisir du dossier. En tout cas, ça fait partie pour le coup, des rares nouvelles un peu encourageantes dans le registre politique russe aujourd'hui. Très bien. Donc, et bientôt, ils vont s'occuper des agences antidopage, j'imagine. Voilà. Alors, quelques questions plutôt internationales. Est-ce que les résultats du premier tour de la présidentielle en Roumanie ont été une surprise pour Moscou? Alors, je pense qu'ils beaucoup vont dire que c'était téléguidé par Moscou et soutenu. Mais donc, rappelons que le candidat pro-russe, entre guillemets, est arrivé premier au premier tour. Donc, quels sont vos pronostics pour le second tour? Malgré d'ailleurs le score important fait par le Parti des voleurs de poules, qui reste un axe absolument fondamental de la vie politique roumaine. Alors, puisque tu es dans ce registre-là, je souligne qu'en Russie, on assiste
à la résurrection, portée par des gens sérieux au demeurant. C'est ça qui est amusant, du parti des amateurs de bière. Et le parti des voleurs de poules étant nettement concurrencé par le parti des moustachus à dents en or. Très bien. Bon, plus Bon, sérieusement, est-ce que vous avez une opinion l'un ou l'autre sur ces présidentielles roumaines? Plein non, d'idées, plein. non, mais je pense que c'était une surprise pour beaucoup de monde en fait, parce que déjà, c'est pas forcément un scrutin que beaucoup de monde suivait. Enfin, honnêtement, hein, d'une part, et d'autre part, il était crédité dans les sondages de, je crois, de 8% d'intention de vote, et au final, il termine premier avec 23% de bulletins exprimés en sa faveur. Donc là aussi, ça renvoie à des questionnements sur les sondages qu'on a pu avoir dans le cadre d'autres scrutins dans d'autres pays. Maintenant, il faudra voir si jamais les reports de voix, c'est toujours pareil, mais même s'ils passent, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une révolution dans le positionnement de la Roumanie à l'égard de la Russie. Je veux dire, il y a des projets de fonds qui sont engagés depuis des années, pour pas dire des décennies, dans ce pays-là. Je rappelle, c'est un pays qui abrite les intercepteurs du système de bouclier antimissile américain, qui a deux bases américaines sur son sol. Pas parce qu'il arrive au pouvoir, à mon avis, qu'il va faire tout fermer et puis que les Américains vont partir. Donc, il y a à mon avis, des enjeux qui doivent probablement le dépasser. Et puis j'imagine il y a aussi une pression européenne que c'est un pays qui bénéficie beaucoup des aides européennes. Donc j'imagine ça. Oui, ouais, ouais, non, ça va jouer, mais cela dit, si c'est lui qui passe, les gens, enfin, une fois de plus, ça va élargir un peu la bande d'Orban et de Fico, c'est-à-dire ils vont se sentir, déjà qu'ils se sentent moins seuls parce qu'on voit que les lignes sont quand même en train de se redessiner un petit peu autour de toutes ces questions-là. Si jamais un gros pays comme la Roumanie pour l'Europe orientale se retrouve à sa tête avec un président qui est qualifié de pro-russe, évidemment que là, on va avoir non plus deux, mais trois. Alors, je crois pour voir ce qui pourrait se passer en Bulgarie après encore, parce que là aussi il y avait des fluctuations. Mais bon, ça commencerait à faire beaucoup, et puis au moment du tour de table à Bruxelles, ça peut éventuellement faire changer certaines choses. Et est-ce que tu as, Igor, les résultats du vote de la diaspora gagaouze? Non, Madame Goutsoul, pour l'instant, n'est pas revenue à Moscou, à ma connaissance, mais il faudra lui demander. Ceci dit, encore une fois, on n'est pas là pour parler de la Roumanie stricto sensu, mais il semblerait que le vote de la diaspora roumaine ait là aussi apporté des surprises, comme le vote de la diaspora moldave. Donc là, il y a un facteur assez particulier. Bon, de l'avis général, il y a assez peu de chances que ce monsieur soit élu. On est plus face à un 21 avril 2002 que voilà, c'est un peu plutôt cette configuration-là. Et effectivement, il faut garder à l'esprit qu'on attribue très facilement en Occident l'étiquette pro-russe à des gens qui simplement sortent un peu des clous, sont extravagants, parfois un peu fous. Mais je doute qu'il y ait un socle pro-russe majoritaire en Roumanie. Mais C'est enfin, je déjà... pense que ça répond aussi beaucoup à ces mouvements qui sont au sein de la population. C'est-à-dire, visiblement, il a été, enfin, les votes qu'il obtient sont sur un programme d'arrêt de l'aide à l'Ukraine, enfin, qui sont liés à l'agricole également. Donc, Oui, mais voilà, c'est ça. Mais la russophilie, encore une fois, en Roumanie est très limitée. À l'inverse, historiquement, de la Bulgarie, par exemple. Donc, je crois qu'on colle une étiquette pro-Poutine. Je n'ai pas suivi de très près ce qu'il a dit du président russe, mais c'est plutôt un populiste, entre guillemets, classique, comme on en voit beaucoup, et pas seulement dans les Balkans. Étonnamment, il est extrêmement difficile d'inventer des mots d'esprit sur Madame Koutsoul. et pourtant, je sais que les tentatives existent. Alors, plusieurs questions, enfin deux questions pour finir pour le moment à l'international. Le président Poutine s'est rendu au Kazakhstan. Il y a une raison particulière et il semble avoir eu des mots assez doux pour le Kazakhstan comme allié sûr. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou simplement c'est les relations internationales classiques? Non, mais il y a un double agenda. Il y a un agenda bilatéral et un agenda régional. Donc bilatéral russo-kazakhstanais avec une rencontre hier en format donc Monsieur Tokayev et Monsieur Poutine. Et effectivement, tu as rappelé les mots doux. Je crois que les Kazakhstanais ont réservé quand même un accueil extrêmement en grande pompe et très chaleureux à Vladimir Poutine. Donc ce qui est surprendre certains observateurs, je pense, en Occident. Mais là, il faut peut-être rappeler les quelques sorties et quelques phrases de M. Tokayev ces derniers mois, hein, qui ont été quand même assez claires. Lorsque M. Scholz s'était rendu au Kazakhstan il y a quelques mois de ça,
M. Tokayev avait expliqué que la Russie ne pourrait pas être défaite dans cette guerre, et il était revenu sur cette déclaration-là un mois plus tard dans un autre cadre en expliquant que la Russie était militairement invincible grâce à son peuple, grâce à ses ressources et grâce à je ne sais plus quel troisième critère, mais donc, si vous voulez, c'est un peu la continuité de ça avec Vladimir Poutine qui arrive et qu'on reçoit très chaleureusement. Malgré toutes les, comment dirais-je, difficultés des temps actuels, ça reste des voisins, hein, dans tous les cas. Et le lendemain, donc aujourd'hui, il y avait le format régional avec une réunion au niveau de l'Organisation du traité de sécurité collective. Et donc là aussi, un format, je dirais, de sécurité qui a été l'occasion pour Vladimir Poutine d'ailleurs de revenir sur ce fameux missile Aleshnik, et puis avec voilà un agenda donc plutôt régional eurasiatique. Mais cela démontre que le Kazakhstan, pour revenir sur l'agenda bilatéral, il y a des projets énergétiques, puisqu'il y a un projet de centrale nucléaire quand même, que la Russie devrait construire donc au Kazakhstan, que Rosatom devrait construire au Kazakhstan. Donc, il faut voir si c'est 2 ou 4 tranches supplémentaires, hein, déjà dans le carnet de commandes de Rosatom qui est pléthorique. Je crois qu'il y a peut-être 25 tranches à travers le monde à construire. Donc des projets de tubes de gazoduc vers l'Ouzbékistan. Là aussi, pour Gazprom, c'est très important, hein, de pouvoir évacuer du gaz. Vu que le marché à l'ouest se ferme, on va trouver des ouvertures vers l'Orient. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, l'Asie centrale devient un marché d'exportation pour Gazprom, alors qu'il ne compensera pas évidemment la perte du marché européen. Mais l'Ouzbékistan, dès l'année dernière, a commencé à importer de l'ordre de 10 milliards. Et le Kazakhstan, du fait de l'augmentation de sa consommation interne, va devenir également un importateur net. Et surtout, le projet, semble-t-il, hein, qui est sur la table aujourd'hui, c'est de construire un tube, le fameux tube vers la Chine. Ce ne serait plus Force de Sibérie 2, mais peut-être un tube qui passerait par le Kazakhstan, qui livrerait le Kazakhstan, y compris les régions industrielles du Nord qui sont... euh, qui il y a une forte demande en gaz potentiel et qui rejoindrait le tube Asie centrale Chine. Voilà, Monsieur Novak, la semaine dernière, en a parlé. Ça fait partie des grandes réflexions stratégiques de Gazprom et de la Russie sur comment réorienter une partie du flux qui désormais est bloqué à l'ouest et comment le valoriser au mieux en Asie centrale et en direction de la Chine. Donc voilà, à suivre. Alors, on va finir à une question pour faire plaisir à Pavel et ses amis talibans. Apparemment, M. Shoigu, parlant de l'Afghanistan et ses dirigeants, s'est dit être prêt à un dialogue constructif entre nos pays. Alors, c'est une ouverture, c'est un appel du pied, quelle est la raison exactement? Je voulais en tout cas féliciter mon ami Ahmed qui vient de remporter le tournoi a eu lieu il y a à peine une semaine, le troisième prix dans le concours de lapidation de femmes infidèles à Kaboul. Voilà, donc bravo Ahmed. On va pas lui jeter la pierre, évidemment. Et donc, c'était pour finir sur une note sérieuse, évidemment. Merci, Pavel. Euh, Alors plus sérieusement, il faut savoir que la Russie, depuis des mois déjà, est engagée dans un dialogue avec les autorités de Kaboul. Ce qui effectivement peut surprendre, ça paraît spectaculaire quand on se souvient de la politique russe dans les années 90. Contre les talibans, il y avait un axe Iran, Inde, Russie, la Russie s'appuyant sur ce qu'on appelait à l'époque l'Alliance du Nord, des Tadjiks, des Ouzbeks, du général Dostum. Bon. Et puis ça, c'était avant l'arrivée au pouvoir des talibans en 97 à Kaboul. La Russie considérait que ce mouvement, Pashtun essentiellement, constituait une menace pour l'Asie centrale. Alors il y a eu le 11 septembre, il y a eu les interventions occidentales, aujourd'hui, et le retrait américain, qui a abouti au retour des talibans au pouvoir à Kaboul. Aujourd'hui, l'analyse que font les Russes, c'est que les talibans sont un mouvement essentiellement afghan, qui ne cherche pas à déborder au-delà des frontières de l'Afghanistan. Il considère aussi probablement qu'il y a d'autres mouvements plus dangereux que les talibans en Afghanistan même, des cellules d'Al-Qaïda, de l'État islamique, et que dans ce contexte-là, eh bien, la Russie discute avec les autorités en place. Enfin, voilà, c'est ça un petit peu l'analyse très pragmatique, cynique, diront certains, des autorités russes, et ce qui explique la visite de Shoigu à Kaboul. merci beaucoup.
Igor, je voulais te mettre en garde durant ces froides soirées de novembre. N'abuse pas de l'alcool de patate roumain qui, à tous les coups, te saoule. Ah, très fort. Bravo, bravo. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé, hein. Très bien, bah, sur ces fortes paroles, nous allons fermer ce briefing 221. Alors pour le prochain, Pavel et moi-même ne serons à Paris. Et donc, c'est le président honoraire qui aura le plaisir de mener le prochain briefing, peut-être même le suivant également. Nous allons y retrouver Ahmed qui fait donc une Voilà. tournée à Paris, ville bien connue pour ses femmes infidèles. Nous avons donc, comme toujours, la joie de vous dire que la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon!